Voilà, alors merci beaucoup le Club de Com, merci à toutes et tous d'être là, merci pour l'invitation à toi Stéphane également. Donc je vais effectivement me présenter très rapidement, Julien Martinet, je suis chercheur en anthropologie, spécialiste du numérique et de la consommation. Je travaille effectivement pour Anthropomédia, nous sommes un bureau de recherche et de conseil, les pionniers de l'anthropologie digitale appliquée aux besoins du business et du marketing. Concrètement, ce que nous faisons des analyses hybrides quantitative et qualitative. On associe les sciences des données et les sciences sociales des audiences en ligne et hors ligne. Pour le résumer de manière très simple, on aborde les mondes digitaux de manière anthropologique et on aborde l'anthropologie de manière digitale. Alors souvent on nous demande mais ça peut s'adresser à qui ce genre de recherche? Alors très brièvement, vous voyez en quelques-uns des partenaires avec lesquels nous avons travaillé dans le monde et en Suisse. Il y en a évidemment moins en Suisse parce que nous avons commencé il y a environ 1 année et demie. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par une petite question qui va vous permettre de participer ou peut-être justement de ne pas participer. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Est-ce que vous vous souvenez d'une publicité qui vous aurait donné le sentiment que vraiment elle s'adressait à vous? Ça vous a touché, vous vous êtes dit, mais tiens, mais c'est moi, ça c'est fait pour moi. Récemment ou il y a plus longtemps, peut-être, peut-être pas. Si c'est le cas, volontiers, levez la main. Super. Ah ben il y en a déjà plus que d'habitude, incroyable. Est-ce qu'une des personnes qui a levé la main veut bien nous partager cette publicité et qu'est-ce qui l'a touché dans cette publicité? Ah oui, je sais que le groupe, le nombre, c'est parfois un petit peu gênant et coercitif comme ça. Alors Stéphane, puisque tu as levé la main, je vais t'employer. Ah, oui? Ah, bah alors encore mieux. Ah, je voulais pas vous gêner, hein, désolé. Bon, après, moi, j'utilise Google pour qu'il traque, donc je vais donner les informations pour qu'il puisse me trouver. Ok. C'est un peu normal qu'il me donne ce que je lui demande. Effectivement. Comme ça. D'accord. Et Ouais. en gros, avec les chaussures de sport ou tout le matériel sportif, aussi Oui. le matériel de grimpe, aussi pour la podfuck. Donc à chaque fois, c'est vraiment montré sur ce que je fais, en tout cas au niveau du hobby. Voilà. Et ça représente pas mal. Super. Est-ce que tu te souviens, pardon de te tutoyer, Voilà. tu te souviens de quelque chose dans la publicité qui t'aurait plus touché? Parce que, évidemment, des publicités pour des matériels de sport, de grimpe, il y en a beaucoup. Donc, pourquoi celle-là plus qu'une autre? Ouais, j'imagine ce qui m'avait plus touché, c'était pour des chaussures de sport. J'ai eu des problèmes de genoux, des problèmes de pieds. Ouais. Le fait que leur cushioning, là, je sais pas si c'est quelqu'un. Mais ouais, ils ont fait des publicités sur les chaussures qui permettaient d'avoir des chaussures beaucoup plus légères. D'accord. Ils n'étaient pas censés faire. Donc, effectivement, ça s'est vraiment adressé à toi, à quelque chose de particulier chez toi. D'accord, ben merci beaucoup, c'est de l'or, ta réponse, je y reviendrai peut-être tout à l'heure. Pardon, j'ai pas entendu. Ouais, d'accord. Alors on verra. Tous ceux qui n'ont pas répondu, je vous remercie également parce que vous servez mon propos. La publicité aujourd'hui, si finalement il n'y en a que si peu qui ont levé la main, ça en dit long sur le fait qu'elle ne nous touche pas très souvent, ou en tout cas on ne la mémorise pas, ça tu nous en parleras tout à l'heure, suffisamment. Et c'est selon nous pour 3 raisons que je vais résumer ici relativement rapidement. D'abord, trop de bruit. Trop de surbruit, on entend de sursollicitation. Il y a beaucoup trop de pubs, les consommateurs sont dans un nuage de sursollicitation, de stimuli dans tous les sens. On dit que dans un contexte urbain, en tout cas, une personne est en général exposée à une moyenne de 2000 à 5000 publicités par jour. Donc on peut s'imaginer qu'au bout d'un moment, il y a trop. Et qu'est-ce que ça crée comme conséquence? Ça crée du stress évidemment pour les gens. Ça crée aussi de la non-réceptivité. On parle beaucoup de la crise de l'attention actuellement, que les gens aujourd'hui auraient la capacité d'attention d'un poisson rouge. Alors, c'est pas vraiment ça, mais effectivement, on est extrêmement sélectif face à la quantité de stimuli qui nous arrivent. Et évidemment, lorsque l'on est stressé et non réceptif, eh bien, pour l'entreprise, c'est énormément de pertes parce que il n'y a pas de retour sur investissement. On parle beaucoup du ROI. Il n'y en a pas pour ce genre de publicité ou très très peu. C'est vraiment des pertes et c'est aussi du gaspillage en termes de ressources, de matières premières. On sait ce que fait la publicité à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première raison, trop de bruit. Deuxième raison, trop de biais. De quoi on parle? Des biais dans la compréhension des audiences, dans la compréhension des publics. Parce que bien souvent aujourd'hui, la connaissance client, elle repose sur des algorithmes, sur du big data.
Et au final, on en arrive à avoir une espèce de compréhension un peu chiffrée, voire un peu robotique des audiences et de leur réalité. Et ça fait qu'on ne comprend pas très bien en fait les clients et on ne comprend pas vraiment ce qui les touche. Et donc on va les aborder d'une manière un peu stéréotypée. Et bien souvent, ça va créer de la discrimination. Alors, ce n'est pas le sujet du jour, mais pour l'anthropologie digitale, c'est un vrai cheval de bataille. Noble nous parlait de ces algorithmes qui créent de l'oppression et de la polarisation sociale. Donc, évidemment que pour la relation avec la clientèle, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Troisième raison, trop de washing. Alors, de washing, de quoi on parle? Ce washing, bien sûr, pas on parle de blanchiment en français, mais pas le blanchiment d'argent, plutôt l'éco-blanchiment, le greenwashing, mais on entend aussi le pink washing, le femme washing, social washing, le black washing, et j'en passe. En gros, c'est toutes ces marques qui peinent à nous faire comprendre quelles sont véritablement leurs missions ou alors qui simplement nous disent que l'on veut entendre. On pourrait, sans en être convaincu, on pourrait prendre tellement d'exemples. Moi, j'aime bien celui-là de Total qui nous promettait de planter 40 000 hectares de forêt au Congo. Mediapart ont fait une enquête et se sont rendus compte que non seulement c'était des arbres OGM, aucun contrôle de la plantation, donc aucun arrosage, donc ça ne servait absolument à rien, et en plus dans une région qui n'est absolument pas faite pour accueillir ce genre de végétation. Donc voilà ce qu'il se passe, et donc trop de washing, évidemment, les audiences sont de plus en plus méfiantes, elles nous accusent de plus en plus facilement. Aujourd'hui, les audiences 4.0 ne laissent plus rien passer, elles voient tout, et elles sont extrêmement véhémentes dans leurs oppositions. Dans le pire des cas, on se retrouve avec Greenpeace devant notre porte. Donc évidemment que là aussi, pour la relation avec la clientèle, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, on a parlé de crise de l'attention, on a parlé de biais dans la compréhension des audiences, d'accusations de washing, mais alors comment on fait pour ne pas tomber dedans? Comment on fait pour dépasser tout ça? Est-ce que, si vous vous souvenez de Simon Sinek, est-ce que l'on commence par le pourquoi, comme il nous le disait dans son ouvrage fameux sur le marketing sorti il y a une dizaine d'années? Vous vous souvenez peut-être de son Golden Circle, il faut commencer par le why avant de parler de comment on fait les choses et de qu'est-ce qu'on a à vendre. Alors oui et non. On vous propose deux petites adaptations. Une, c'est un peu un détail, c'est déjà une spirale, c'est pas un cercle, c'est-à-dire que c'est dynamique, c'est ouvert vers l'avenir, ça change, ça évolue. Mais surtout, la grande évolution, c'est qu'on commence par le who, on commence par le qui. Alors, je pourrais vous en parler en long et en large, mais je crois que là, il y a trois exemples que vous connaissez forcément qui vont vous permettre de comprendre ce dont je veux parler. Think Different de Apple, Come As You Are de McDonald's ou Just Do It de Nike. Est-ce qu'ils nous parlent du quoi? De ce qu'ils nous vendent? Pas du tout. Est-ce qu'ils nous parlent de comment ils le font? Pas non plus. Est-ce qu'ils nous parlent de pourquoi ils le font? Quelle est leur mission? Pourquoi ils pensent qu'on a besoin d'eux, de leurs produits, de leurs services? Pas non plus. Ils ne nous parlent que de nous. Vous voulez penser différemment, vous voulez être autrement, être accepté tel que vous êtes, vous avez des projets dans la vie, vous voulez réaliser quelque chose, just do it. Think different, come as you are. On est là pour vous soutenir. On ne parle que de vous, on ne parle pas de nous. Je trouvais ces trois exemples particulièrement parlants. Mais alors, si on commence par le who, qu'est-ce que ça veut dire? On commence par qui? Mais alors justement, on commence par qui? Parce qu'il y a tellement de gens. Et puis, si on s'intéresse aux gens, on peut écrire un livre sur chaque personne. Donc, quelles sont les informations que l'on va garder? Il y a tellement d'outils. D'ailleurs, je vous en présenterai encore un autre tout à l'heure. D'outils de collecte d'informations, de collecte de données, de savoir sur les clients. Il y a trop. Comment on fait avec tout ça? On n'a pas envie de se retrouver avec des rapports de 500 pages sur les clientèles. C'est pas possible, c'est pas activable. Donc, quelles sont les connaissances clients qui vont faire la différence? Alors, on va vous le présenter d'une manière assez simple parce que finalement, les choses ne sont pas toujours si compliquées. Ce qui compte vraiment, c'est les convergences et les raisons. Pour quelles raisons est-ce que les gens convergent ou divergent vis-à-vis de certains contenus, vis-à-vis de certains posts, offres, services, produits, ce genre de choses? Ici, vous voyez un sociogramme. Alors, je vous raconterai tout à l'heure plus en détail ce que c'est, mais pour l'instant, retenez simplement que c'est l'expression de toutes les connexions entre les personnes et vis-à-vis de certains contenus qu'il peut y avoir sur un réseau social, par exemple.
Et donc pour l'instant, ce que l'on veut juste retenir, c'est que comme vous le voyez, il y a certains individus, les petits points, c'est des individus qui ont plus de facilité à être au cœur des choses. La communication va les fédérer plus facilement au cœur des choses que pour d'autres qui sont un peu éclatés, si je puis dire, ou même qui sont autour, pas du tout concernés. Voilà. Si on veut comprendre les raisons, justement, qu'ont les gens de faire ce qu'ils font, parce que le big data, il nous dit très très bien ce que font les gens, mais il ne nous dit pas pourquoi ils le font. Et c'est là où la différence, elle se fait dans l'activation du marketing. Si l'on veut comprendre les raisons, eh bien, on se rend compte que là, par contre, c'est quand même pas si simple que ça. Les gens sont un peu des Rubik's Cube en termes d'identité sociale. Donc, il y a 3 choses qui sont vraiment primordiales. Les significations, quel sens les gens donnent à ce qu'ils font, pourquoi ils le font, quelle représentation ils ont, quelles opinions ils se font d'un produit, d'une offre, encore une fois, et quelle relation ils ont avec la marque, avec le produit. Dernière chose, il ne faut pas négliger évidemment les contextes. Parce que si l'on veut... Comment on revient en arrière avec ton clicker? Celui-là? Excusez-moi. Voilà, on découvre en live. Si l'on veut comprendre tout ça, on ne peut pas négliger l'importance des contextes socio-culturels. Parce que sinon, bien souvent, on va prendre un chien pour un tigre, parce que l'on va mal comprendre ce que le contexte projette sur lui et à quel point il l'influence, sa manière de se comporter. Voilà, donc, concrètement, comment on va faire pour obtenir ces connaissances clients? Que ce soit le sens, le contexte, les raisons, tout ce qui compte aux yeux des gens. Là, maintenant, je vais vous présenter un outil, mais ce qui est important, j'aimerais juste le préciser, c'est que ce n'est pas un outil qui a vocation de remplacer tous les autres, bien au contraire. C'est un outil qui est complémentaire et qui va apporter, je vous le disais tout à l'heure, comment on cherche à faire la différence, qui va apporter dans le contexte des audiences 4.0, du marketing 4.0, quelque chose d'absolument nécessaire aujourd'hui. Voilà ce que l'on fait. Ça va vous paraître un peu abstrait pour l'instant, mais vous allez très vite comprendre. Donc on analyse les réseaux sociaux d'écosystèmes entiers. Pourquoi je parle d'écosystème ici plutôt que de marché? Parce qu'on considère qu'il n'y a pas que des acteurs de la vente et de l'achat, il y a aussi beaucoup plus de vecteurs d'influence. On peut penser par exemple à des magazines spécialisés ou à des personnalités publiques, des influenceurs, ce genre de choses. Donc c'est là que lorsque l'on va s'intéresser, par exemple, reprenons l'exemple de tout à l'heure, de Nike, on pourrait se dire que Nike va nous mandater pour faire une recherche. On va étudier les réseaux sociaux de Nike, mais également de Reebok, de Adidas, de Fila, et ensuite on va aller voir un magazine spécialisé sur les sneakers, par exemple, ou d'autres influenceurs très très connus sur ces questions-là, très très suivis, et ça va nous permettre d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe au sein de cet écosystème en faisant à nouveau tous les sociogrammes de leurs réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sociogramme? Après, j'en aurais fini avec le jargon. C'est une segmentation, on va segmenter les audiences, vous voyez, mais cette fois-ci d'une manière post-démographique où on va obtenir des tribus. Alors, ce n'est pas les tribus de l'anthropologie d'il y a 100 ans, évidemment. Qu'est-ce qu'on entend par post-démographique? On ne va plus segmenter les gens en fonction de leur âge, de leur genre, de leurs origines ou de leur catégorie socio-professionnelle, il y en a d'autres encore, mais on va les segmenter en tribus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tribu? Plutôt que de vous faire plein de théories, on va encore passer par quelques petites questions qui vous permettront peut-être de comprendre quelles sont vos tribus, ou en tout cas une de vos tribus. Réfléchissez sur quelle page d'un réseau social est-ce que vous êtes le plus actif, active. Le ou là, pardon, j'ai oublié. Vous pouvez réfléchir à ça. Est-ce qu'il y en a une active, c'est-à-dire commenter, poster, liker, partager, ce genre de choses. Donc réfléchissez, ah tiens oui, sur celle-là, moi je suis particulièrement actif. Pour quelle raison est-ce que vous êtes particulièrement actif sur celle-là plutôt que sur une autre? Peut-être que c'est votre passion, mais que dans cette passion, il y avait beaucoup de comptes différents. Pourquoi sur celui-là plutôt que sur un autre? Donc ça, c'est la première question, s'il vous plaît, retenez-le. Ensuite, est-ce que sur cette page, vous avez l'impression que vous êtes proche avec d'autres personnes,
que vous partagez quelque chose avec ces gens, qu'il y a quelque chose en commun qui vous lie à ces gens? Et si oui, qu'est-ce que c'est qui vous lie, encore une fois, avec ces gens? Donc ça, c'est les deux choses. Maintenant, on va les mettre en commun. Est-ce que les deux raisons sont comparables? Si elles sont comparables, eh bien, félicitations, vous venez de trouver une de vos tribus digitales. Je vous donne un exemple. Pour moi, je suis très actif sur un compte Facebook de passionnés du flamenco. Eh oui, voilà, j'adore le flamenco, tant le jouer que le danser. Je me sens particulièrement proche de certaines des personnes qui sont sur ce compte parce qu'il y a une chose qui nous anime, qui nous fait venir, qui nous fait converger, c'est la notion du duende. Je ne vais pas déballer là-dessus, mais c'est cette espèce de mysticisme, comme ça, la ferveur un peu mystique qu'on a dans le flamenco. Et c'est vrai que les gens qui parlent de ce duende, un peu comme moi, là, je me sens vraiment relié avec eux. Et là, on a une tribu de duende flamenco, parce que bien sûr, des tribus de flamenco, il y en a beaucoup. Donc voilà, c'était un exemple. Je suis pas là pour vous parler de moi, mais comme ça, vous comprenez peut-être un peu mieux ce que c'est qu'une tribu digitale. Mais donc, plus concrètement, une tribu digitale, on les appelle aussi tribus postmodernes ou néo-tribus, c'est égal. C'est donc des convergences digitales, des gens qui, sur les réseaux sociaux, convergent pour les mêmes raisons. Ils nous montrent des comportements similaires. Tous les petits points ici ont liké les mêmes posts, ou ont partagé les mêmes posts, ont commenté les mêmes. Donc finalement, ils nous montrent des comportements similaires, ils nous montrent qu'ils ont des valeurs et des aspirations communes. Donc, si maintenant, je vais peut-être aller un tout petit peu vite, donc des valeurs et des aspirations communes, on arrive à répartir les gens en fonction de ça. Donc, si on prend concrètement maintenant un exemple, un acteur de tourisme fédéral, je n'ai malheureusement pas encore le droit de vous dire qui c'est, parce que la recherche est en cours, mais donc, on arrive à montrer les thèmes de convergence. Ça, c'était le sociogramme de leur compte Instagram. On arrive à montrer que, par exemple, une grande partie de la population est plutôt sur la nature, écologie, préservation, agriculture. Alors qu'à l'opposé, on est plutôt sur le savoir-faire, la technologie, la science. Que ici, on sera plutôt dans les villes, le tourisme, même les qualités suisses. Et que là, alors on est vraiment dans toute autre chose, on est dans des questions très sociales, de société, des questions d'inclusivité, ce genre de choses. Donc là, comme vous le voyez, on arrive à montrer très clairement, on arrive même à séparer, ensuite à dire par exemple au nord, à l'est, au sud, il y a vraiment plus de population qui réagit à ce genre de choses. Voilà, la majorité de votre audience est plutôt animée par ce genre de questions que par d'autres. Donc ça, c'est une des possibilités. Mais avec les sociogrammes, si par exemple cette fois-ci on prenait un grand hôtel roman, on arrive à montrer aussi les tendances de consommation. Par exemple, luxe moderne, luxe postmoderne. Je ne vais pas forcément déballer maintenant toutes les explications sur ces concepts. On arrive à montrer aussi épicurisme, hédonisme et encore une fois, la population, l'audience, vers où elle penche le plus. Donc, ce que l'on cherche vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne cherche pas à tout savoir sur tout le monde. On cherche à comprendre ce qui compte pour les tribus, mais pas pour toutes les tribus. On a mené une recherche pour Warner Media en Amérique latine, on a trouvé plus de 220 tribus. Ils nous ont demandé de faire une recherche que pour la Gen Z en plus, la génération Z, qui sont nés à partir de 98. On a trouvé plus de 220 tribus. Évidemment que sur 220 tribus, elles ne sont pas toutes stratégiques. Il y en a qui n'ont aucun potentiel de conversion. Elles n'achèteront pas, elles ne regarderont pas, elles ne vous suivront pas, quoi qu'on fasse. Ou alors il faudrait tellement se dévoyer, se travestir pour réussir à les atteindre. Alors là, c'est sûr qu'on nous accusera de washing. Alors ça, c'est clair. Donc, on va chercher, parmi tout l'écosystème que je vous ai montré, quelles sont les tribus les plus stratégiques. Et ensuite, pour les tribus les plus stratégiques, on va chercher à comprendre vraiment ce qui compte pour ces gens. Dans le cadre de cet hôtel roman, on a trouvé par exemple les High Life Stars, une tribu de gens pour qui ce qui compte ici, c'est la grande vie, le prestige. Les Swissness Seekers, la recherche d'expériences authentiques, vraiment suisses, au-delà des clichés, anti-clichés. On a trouvé aussi, tribu intéressante, Floral Sailors. Ça, c'est le genre de surprise que les audiences nous réservent bien souvent. Parce qu'effectivement, Floral et Sailors, on ne penserait pas forcément les associer tout de suite.
Mais voilà, les audiences nous réservent parfois des surprises et c'était vraiment une tribu qui réagissait beaucoup aux fleurs, aux bateaux, à l'art de vivre et à tout ce qui est passion au féminin. On arrive aussi à montrer que cette tribu, elle est tout sauf stratégique parce que ce n'est que des bots, des robots, des faux comptes. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je ne vous montre pas la tribu orange maintenant. Pourquoi? Parce que je vais vous la montrer tout de suite. Justement, lorsqu'on a trouvé des tribus stratégiques, on fait des fiches descriptives où on va vraiment expliquer pourquoi les gens convergent de cette manière et quel est le totem de la tribu. Alors attention, on n'essaie pas d'imposer un nouveau terme dans le marketing un peu New Age, on en entend beaucoup de ce genre-là. C'est juste notre jargon entre nous pour nous rappeler il y a quelque chose au centre de la tribu qui fait que les gens ils se réunissent. Donc on peut s'imaginer que c'est vraiment le totem. Par exemple, sur ma place digitale de flamenco, mon totem, c'est le duende. Voilà. Donc, pourquoi je vous présente cette tribu orange, quand bien même elle n'a que 7%, vous pourriez vous dire, mais finalement, ça nous intéresse moins que des tribus à 30%. Eh bien, pour deux raisons, même pour trois raisons. 7%, c'est peu, donc ça veut dire que vraisemblablement, il y a plus de potentiel de conversion. D'autant plus que, pour la deuxième raison, ce sont des Zoomers. Les Zoomers, c'est qui? C'est les Boomers de la génération Z. Donc, c'était la tribu de toutes celles que je vous ai montrées tout à l'heure, c'était la tribu qui était la plus jeune, en fait, qui promettait le plus de croissance pour la clientèle de demain. Donc, évidemment, que pour un hôtel que certains reconnaissent peut-être, pour un hôtel urbain, un hôtel luxe, mais pas un hôtel luxe moderne, luxe un peu à l'ancienne, un luxe plus postmoderne, évidemment que ce genre de population est extrêmement stratégique. Dernière raison pour laquelle je vous parle de cette tribu, c'est que vous voyez la personne ici, la photo en haut à gauche, c'est un influenceur qui avait été mandaté par cet hôtel pour faire toute une campagne de publicité. Et c'est cet influenceur thaïlandais qui, là-bas, ça se fait beaucoup, achète beaucoup de faux likes, ça coûte rien. Et du coup, c'est lui qui a fédéré tous ces bots, qui les a fait venir. La tribu verte, c'est une tribu en fait qui n'existe pas. C'est des gens qui n'existent pas. Et une bonne partie des 7% ici sont aussi des bots. Donc, c'est doublement intéressant de s'intéresser à ce genre de tribu parce qu'on voit déjà les affres du mauvais travail d'influenceur qui peut être fait parfois. Je ne pose pas de jugement de valeur ici. Et puis, encore une fois, comme je vous l'ai dit, là je me répète, excusez-moi, mais c'est les Zoomers, donc c'est vraiment les promesses d'avenir, les promesses pour demain. Donc, je vais avancer. On parlait justement de la Gen Z. Juste vous présenter quelques exemples pour que vous voyez quand même d'autres tribus. Les étudiants de Gen Z, on a mené une recherche pour les autres écoles techniques de toute la Romandie pour les étudiants de Gen Z, justement les étudiants techniques. Et au début de la recherche, croyez-le ou non, on est tombé sur ce genre de qualificatif pour ces étudiants. Pour la Gen Z. La Gen Z, elle est paresseuse, elle est désintéressée, elle est égocentrique. C'est comme ça, en tout cas, que le client voyait une partie de son audience. Alors, non, évidemment pas. Enfin, oui, peut-être pour certains. Mais nous avons mené une recherche qui a montré qu'ils sont extrêmement volontaires, hyper conscients et engagés. On a trouvé 24 tribus. Je vous en présente 6 ici. Les Future Makers, les futurs faiseurs de demain. Alors eux, côté volontaire, il faut se lever tôt pour les battre. Overcomers, là, toute la persévérance, ténacité, les défis de la vie, ça ne nous fait pas peur. Niveau hyper conscient, techno-creatives, des créatifs à la pointe de la technologie. Alors eux, pour savoir ce qui se fait de mieux, il faut leur demander. Ou les STEMistes, par exemple, des féministes pour la présence et la réussite des femmes dans les STEM, sciences, technologies, électroniques et mécaniques. Alors là aussi, hyper consciente en termes d'inclusivité, questions sociales. Ou alors des engagés, les nature techs, les protecteurs de la nature, les architectes de la nature même, très très engagés pour la protection de la nature. Ou alors les wanderlusters, peut-être moins engagés, mais alors par contre vraiment pas paresseux et vraiment pas désintéressés lorsqu'il s'agit de nature et de découvrir le monde. Voilà. J'ai presque terminé. Juste encore que vous compreniez que lorsque l'on a trouvé
toutes les tribus, on arrive à montrer le positionnement des tribus stratégiques vis-à-vis de tout l'écosystème, qu'ensuite on sélectionne les tribus les plus stratégiques, qu'on va, à partir de là, faire des recommandations très très claires pour comment attirer cette tribu, comment la fédérer, comment faire mieux auprès d'elle. Et ça permettra d'inspirer toute la stratégie en termes de marketing, de communication, d'innovation et même de présence sur les réseaux sociaux. J'en aurais terminé juste après ça. Qui résumé, donc les totems des tribus, ceux qui comptent. Si vous voulez me faire venir, parlez-moi de Duende. Ceux qui comptent au centre d'une tribu, leurs totems, si on les comprend bien, si on les connaît bien, c'est les meilleurs leviers d'activation pour le marketing. Les meilleurs, oh pardon, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, qui sont extrêmement efficaces au jour d'aujourd'hui. On l'a vu avec nos recherches. Et c'est des vecteurs d'engagement et surtout de démarcation. Et là, je vais vous présenter juste encore un petit exemple qui aurait pu faire toute la conférence à lui tout seul. Voilà. Vous l'avez peut-être vu déjà. Alors, on ne vous recommanderait pas de faire la même chose. Attention, l'anti-marketing, ça ne marche pas avec tout le monde. Mais cet exemple est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque l'on connaît tellement bien nos tribus stratégiques, que l'on comprend exactement quels sont leurs totems. Ici, en l'occurrence, c'est quoi? C'est la sobriété, la décroissance. Et que ce totem-là, ça tombe bien, c'est le nôtre aussi. On a le même ADN que nos tribus stratégiques. Et bien donc, on arrive à faire une publicité comme celle-ci qui, non seulement dépasse le bruit, parce que alors là, c'est tout sauf du surbruit, qui dépasse les biais, parce qu'évidemment que là, on montre bien qu'on a compris ce à qui on s'adresse, et qui dépasse aussi le washing, parce que alors là, on est à l'opposé du washing, puisque, et c'est tellement important pour ne pas tomber dans le washing, de prouver ce que l'on dit et ne pas seulement le dire. Il faut pouvoir le prouver. Donc voilà, cet exemple, je trouvais, résumait très très bien tout le propos. J'en ai terminé. Bruit, biais, washing. On vous a montré très, très brièvement un outil qui permet de dépasser ce genre de problème. Deux concepts essentiels, je viens de vous en dire un, l'épreuve. Je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que ça prendrait encore beaucoup de temps, mais c'est absolument essentiel si vous ne voulez pas vous faire accuser de montrer concrètement avec des preuves ce dont vous parlez, ce que vous allez communiquer. Et autre concept absolument essentiel, mais dont je ne parlerai pas, car qui mieux que toi pour le faire? Les expériences. Voilà. Merci de votre attention. C'est beau, hein, mais c'est pas en Valais. Voilà. Alors d'abord, je commencerai par vous dire merci d'être là parce que c'est impressionnant, vous êtes beaucoup. C'est fabuleux de commencer l'année avec une conférence avec autant de personnes. Donc merci beaucoup à vous. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le marketing et la communication avec un sentiment qu'on faisait un truc qui n'était pas juste. Je ne savais pas trop quoi, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et puis, j'ai fait la connaissance de Roland Scheurer, qui a fait un doctorat sur la mise en scène des destinations touristiques. Puis en discutant avec lui, je me suis rendu compte que ce qui compte le plus pour les gens, c'est l'expérience. À partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Au début, quand j'ai fondé Expérientiel en 2014, il n'y avait aucune formation en Suisse là-dessus. Donc j'ai commencé à lire des études académiques. Puis je me suis dit, super, génial, puis on applique ça comment? Et j'ai essayé des choses, etc. Puis petit à petit, en faisant des recherches dans le monde marketing, parce que là, à ce moment-là, j'avais l'impression d'être Einstein. Hein. J'avais dit, ah, j'ai trouvé un truc génial. Puis en fait, je me suis rendu compte que toutes les entreprises qui bouleversent le monde sont obnubilées par l'expérience client. Mais vraiment. Et elles avaient des techniques et des outils qu'on n'enseignait pas dans les formations en Suisse. J'ai commencé à me former là-dessus. Et petit à petit, j'ai toujours plus loin. Et puis, j'ai appris plein de choses sur le neuromarketing, etc. Puis jusqu'à un jour où j'ai rencontré Anthropomédia. Puis la première fois que j'ai discuté avec Anthropomédia, je suis tombé amoureux d'eux. Respectivement, je suis tombé amoureux de ce qu'ils proposent. Parce que pour la première fois, j'en ai fait plein des études marketing, mais plein.
Pour la première fois, on touchait au cœur de l'individu et on arrivait à comprendre l'individu au-delà justement de ces critères sociodémographiques qui nous avaient guidés jusque-là. Et ça m'a vraiment parlé. Donc j'ai dû, comme vous probablement ce soir, un peu appréhender leurs termes. Ce n'étaient pas les mêmes que les miens. On a dû discuter pour savoir qu'est-ce que c'est un totem, et puis attends, puis qu'est-ce que c'est ça, etc., etc. Mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre de mieux en mieux et c'est vraiment extraordinaire. Je commence par une toute petite introduction, mais une petite introduction théorique. Pourquoi est-ce qu'on agit, les êtres humains? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous fait agir? Il y a déjà des philosophes qui ont parlé de ça il y a 500, 600 ans, et puis aujourd'hui les neurosciences l'ont démontré. On a des aspirations individuelles. Ces aspirations individuelles reposent essentiellement sur le développement de nos capacités fonctionnelles, que ce soit cérébrales ou sportives. Tous les animaux cherchent à vivre mieux et plus longtemps, nous aussi. Deuxième chose, c'est augmenter notre pouvoir d'agir et notre liberté d'action. Si vous regardez les réactions qu'il y a eu avec le Covid, etc., où on a restreint les libertés, on voit le mal que ça fait à l'humain, comme aux autres animaux d'ailleurs. Deuxième élément très important que les neurosciences nous ont apprise, c'est qu'on cherche à obtenir l'approbation et le statut social. Plus un animal de meute augmente en hiérarchie, plus il a accès à la nourriture, à des possibilités de reproduction, à de la diminution de l'effort, parce que d'autres font des choses pour lui, etc., etc. On est des animaux de meute, on fonctionne de la même manière. Donc on va chercher l'approbation du groupe et si possible augmenter notre statut social. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Qu'est-ce qui nous motive? Un des premiers éléments, donc on part des aspirations, je n'ai non plus pas le temps malheureusement d'aller dans le détail de tout, mais on a des aspirations qui sont liées à ce qu'on vient de voir. Et puis on va voir des stimuli. Puis là on vous remercie parce que vous êtes des providers de stimuli pour la plupart d'entre vous. On voit des stimuli, puis là notre cerveau il libère de la dopamine. Il dit « Ouais, super, tu vas être bientôt plus fort, tu vas être bientôt plus puissant, tu vas pouvoir aller plus vite, courir plus longtemps parce que tu auras moins mal aux genoux. » Hé, j'ai fait le lien, etc., etc. Et donc on a un premier shoot de dopamine, et puis ensuite on va commencer à anticiper les résultats. Ça peut être des résultats positifs, le bonheur qu'on va avoir d'avoir ces nouvelles chaussures, ça va nous faire moins mal, deuxième lien. Et on va se baser, je m'excuse, on va se baser sur les expériences qu'on a vécues précédemment, et puis on va se baser sur nos états émotionnels et physiques, en plus des stimuli que vous aurez générés. À partir de là, on va évaluer les efforts à fournir. Combien ça va me coûter? Où est-ce que je vais devoir me déplacer pour obtenir ce produit ou ce service, etc., etc. Donc on va analyser les efforts. Si les efforts nous paraissent trop importants, on abandonne. Ça peut être conscient ou inconscient. Si les efforts nous paraissent acceptables, on continue. Et ça, c'est la motivation liée à l'acquisition de clients. Si on comprend ça, on peut nettement mieux acquérir. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'un individu est satisfait d'un produit ou d'un service ou d'autre chose? La satisfaction, on va continuer notre chemin, on obtient notre produit ou notre service et puis on a une comparaison qui se fait entre ce qui a été anticipé et ce qu'on a obtenu. À partir du moment où la comparaison est égale, on a obtenu les mêmes bénéfices que ce qu'on avait anticipé. Notre cerveau ne libère pas de dopamine supplémentaire, donc il ne renforce pas les connexions neuronales qui nous poussent à faire ça, et on aura tendance à aller chercher ailleurs pour voir s'il y a mieux. C'est de la lassitude, quelque part. Ça explique beaucoup de choses dans les couples aussi. Si on obtient plus que ce qu'on avait anticipé, alors, deuxième libération de dopamine, on a un double shoot de dopamine. Notre cerveau renforce les connexions neuronales et nous dit « c'est ça que tu dois reproduire ». Et dernier point, si on obtient moins que ce qui avait été anticipé, alors on a une suppression ou une diminution des connexions neuronales qui nous ont amenés à effectuer cette action-là. C'est notre système d'apprentissage, c'est le système d'apprentissage de la majorité des animaux.
Et ça, c'est la fidélité. C'est comme ça qu'on peut fidéliser les clients. Donc, comment est-ce que tout ça se passe? On a une anticipation, un vécu, une mémorisation. Quand on parle d'expérience, moi, quand j'ai commencé avec Expérientiel en 2014, puis que je disais ah, je travaille sur l'expérience client, on me disait ah, t'es dans l'événementiel? Non, pas tout à fait. L'expérience, elle se divise en 4 grands moments. Il y a justement les expériences de vie qui façonnent nos croyances, nos valeurs, etc. Enfin, beaucoup de choses. Il y a l'expérience anticipée qui est justement liée notamment aux publicités que vous faites, mais pas seulement, elle est aussi liée au bouche à oreille, elle est aussi liée à certaines choses personnelles, etc. Il y a l'expérience vécue, ce que l'on ressent au moment où on utilise le produit ou le service, ou respectivement quand on essaye de l'atteindre aussi parfois. Et puis il y a l'expérience mémorisée. Qu'est-ce qu'on en retient? Alors, de nouveau, je pourrais faire des conférences que sur ces sujets-là, donc je suis obligé d'aller assez vite. Mais les expériences de vie, grosso modo, vous pouvez vous dire qu'elles impactent ce que l'on est. La musculature d'un grimpeur n'est pas la même que celle d'un danseur. Donc on a un impact des expériences au niveau physique. Mais aussi au niveau mental. Elon Musk n'a pas eu la même enfance, le même vécu. Il est hyper intéressé par les technologies, la réussite, etc., etc., que Yvon Chouinard, qui a dit « n'achetez pas cette veste », qui a commencé, lui, en essayant de solutionner une problématique qu'il avait, lui, où le matériel de grimpe n'était pas assez solide, etc., puis il voulait améliorer ça. Donc, la connaissance du vécu des gens est extrêmement importante. Ensuite, il y a cette anticipation de l'expérience, et là, on se base d'une part sur nos expériences précédentes, ce qu'on a déjà vécu, et d'autre part sur ces fameux indices qui sont créés entre autres par la communication, où là, par exemple, on va se dire « Waouh, ça va être génial, je vais me créer des souvenirs ». On parle dans le tourisme des lieux instagrammables, etc., etc. C'est pas pour rien. Parce qu'on a besoin de se créer des souvenirs. C'est quelque chose qui est très important. On est attiré par un certain type d'information. Donc toujours dans l'expérience anticipée, ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux, les informations qui vont générer des réactions sont souvent liées à 2 choses qu'on retrouve aussi dans les études des neurosciences, c'est les opportunités et les risques. Parce que des opportunités peuvent nous amener à avoir plus de statut social, plus d'argent, moins d'efforts, etc., etc. Et puis les risques, c'est attention, là tu risques de perdre du statut social, de la nourriture, des efforts, etc. C'est pas pour rien là aussi qu'on voit que sur les réseaux sociaux, les posts qui génèrent le plus d'engagement sont des posts qui sont liés à ça. Et ça explique aussi pourquoi dans les médias qui fonctionnent apportent plus de nouvelles. Attention, il y a un danger. Ils vendent pas, enfin, ce n'est pas des vendeurs d'opportunités, hein, il y en a parfois, mais c'est rare. Donc on est plutôt sur des risques. Et il y a notamment un journal autrichien qui avait essayé, je crois, pendant 1 semaine, 2 semaines, de parler que de bonnes nouvelles. Il a dû arrêter parce qu'il perdait ses clients. L'expérience vécue. On a des sensations, on a des ressentis, des émotions positives, négatives, des intensités différentes. On vit des pics, des puits, des intensités fortement négatives et des intensités fortement positives. Et c'est ça qui est extrêmement important. Je ne sais pas si vous connaissez Daniel Kahneman, qui a obtenu un prix Nobel d'économie, qui a fait toute une étude sur les comportements, etc. Il a notamment démontré que ce que l'on retient d'une expérience sont uniquement ce qui est très intense, que ce soit positif ou négatif. Il a appelé ça la règle du pic fin. Et ça tombe bien par rapport à l'étude anthropologique, vous allez comprendre pourquoi je suis tombé amoureux d'Anthropomédia, parce que ce que les gens publient sur les réseaux sociaux, c'est ces moments intenses. Donc on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui est important pour les gens, quels sont les moments intenses pour eux. Alors, comment est-ce qu'on peut profiter de toutes ces connaissances? Là, je vais rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce que vous faites. Donc, comprendre les clients, vous l'avez compris, c'est un point qui est important. Je reviens sur les questions de tribu.
Pourquoi ça a changé? Pourquoi est-ce que les études traditionnelles fonctionnent moins bien? Parce que quand on avait des groupes homogènes, on avait le groupe social familial, religion, travail, loisirs, c'était relativement homogène. Ben, pour segmenter ces groupes homogènes, les critères sociodémographiques fonctionnaient relativement bien. Donc on avait des études, et on a toujours d'ailleurs, basées sur des données, des études quantitatives, des études qualitatives avec des échantillons parfois qui me font sauter, etc., etc. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que ces tribus-là ont explosé. Elles ont explosé et aujourd'hui, on choisit nos tribus en fonction de nos intérêts. Le flamenco avec une spécialisation de, je ne sais plus comment tu l'as dit, mais avec une spécialisation, ce n'est pas juste le flamenco qui m'intéresse. Je ne sais pas, la pratique de la course à pied, moi je fais aussi beaucoup de course à pied, est-ce que c'est la performance? Est-ce que c'est l'harmonie avec la nature? Qu'est-ce qui me motive? Et je vais choisir mes groupes sociaux en fonction de ça. Et les publicités qui captent les totems, j'ai repris l'exemple qui a été pris avant, ne sont pas les seuls. Parce que pour des gens qui sont sportifs, on ne va pas leur dire, enfin qui sont sportifs, les Patagoniens sont aussi des sportifs, enfin les gens qui utilisent Patagonia, mais les gens pour qui la performance est importante, si on met en avant « battez votre propre corps », ça va leur parler. Donc on va pouvoir adapter la communication véritablement au profil des gens à qui on veut s'adresser. Donc c'est ça que moi j'ai trouvé absolument incroyable avec ces études anthropologiques. On a déjà maintenant travaillé sur quelques mandats ensemble. On arrive à identifier les tribus stratégiques. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour pouvoir faire des posts, faire des pubs, des choses qui génèrent de l'engagement. Les facteurs d'approbation dans le groupe. Donc on a ces totems, et puis dans ces totems, il y a certaines choses qui font réagir les gens plus que d'autres. Je ne sais pas si vous êtes actif justement dans votre métier sur les réseaux sociaux, mais il y a souvent une grande déception quant à l'engagement. Puis on dit « ouais, mais les réseaux sociaux, il ne faut pas trop compter sur l'engagement, c'est 2-3%, c'est pas un... » Ouais, ok, quand on publie beaucoup de trucs qui ne parlent pas aux gens, évidemment, mais on peut obtenir beaucoup plus d'engagement. Les aspirations individuelles, ça nous permet par rapport ou par les posts personnels, ça peut nous permettre de comprendre vraiment à quoi aspirent les gens, quels sont leurs grands moments. Et puis les signes de statut sociaux, comment les gens se font accepter dans la tribu et qu'est-ce qui fait qu'il y a des leaders, quels sont les signes des leaders dans cette tribu. Dans la communication, ça vous permet vraiment, et ça nous permet, d'atteindre de l'engagement. Obtenir de l'attention et générer de l'engagement. Pour être vu, on vous dit il faut faire 10 posts par semaine sur Facebook, 3-5 posts par semaine sur Instagram, etc., etc. Puis on se dit oh my god, jamais je vais arriver à faire ça. Ça dépend si on est une multinationale ou pas. Ouais, mais ça suffit pas ou c'est pas très important parce que ce qu'on essaie d'obtenir, c'est de l'engagement, on est d'accord. Autrement, on refait de l'affichage si c'est juste de la notoriété. Pour obtenir de l'engagement, il faut s'appuyer sur les totems et parler aux gens de ce qui les intéresse. Il faut arrêter de parler produit, produit, produit. Ça va me faire moins mal aux genoux qui est important. J'ai pris quelques exemples. Regardez une fleuriste qui fait un post Facebook, Instagram, pardon, où elle met composition et arrivage du jour. Cool, engagement, il n'y a que ses potes qui sont engagés. Hein. On t'aime bien, on est fan de toi, on met un petit like, etc. Puis il y a un autre fleuriste qui dit « Dimanche soir, chaleureux et agréable avec ton ami ». Ouais, ça me parle. Hein. Si j'achète des fleurs, c'est pas parce qu'il y a eu un nouvel arrivage. On est d'accord. Donc ça va générer beaucoup plus d'engagement. Une école qui fait de la communication pour faire venir des gens à une séance d'information, entre nous soit dit, je travaille pour eux, donc je ne veux pas trop les critiquer, mais entre nous soit dit, non, j'aurais déjà dit, ils font 5, 10 séances d'information pour des cases, pour des trucs, hein, c'est toujours la même image. Puis en plus, elle ne dit rien, cette image. Mais la même école, de temps à autre, sort une pépite. Donc là,
Économie d'entreprise, la garantie de flexibilité professionnelle. J'ai développé un fort intérêt pour l'économie à l'école secondaire, blablabla. Ouais, je vais pouvoir aller faire de la plongée parce que je vais bien gagner ma vie et puis je vais pouvoir travailler de manière beaucoup plus flexible que d'autres métiers. Alors ça parle. Ouais, là, je vais venir à la séance d'information. Ouais, alors, j'ai pas regardé à quel moment ils ont publié, mais clairement, on peut obtenir beaucoup plus d'engagement avec ça. Satisfaire et fidéliser. Effectivement, il faut créer des produits et des services qui répondent aux attentes des gens. Il faut diminuer les efforts et supprimer les puits. Mais surtout, il faut proposer des moments mémorables et positifs. Alors là, peut-être, ça rejoint un tout petit peu, ouais, t'es dans l'événementiel. 10 ans après, j'y reviens. Question pour vous. Pensez à votre fournisseur de téléphonie mobile. De quoi vous souvenez-vous quand vous pensez à votre fournisseur de téléphonie mobile? Quels sont les moments qui vous ont marqué dans votre relation avec votre fournisseur de téléphonie mobile? Pardon? Pourquoi? Ok, j'aime pas quand ça avance pas. Donc, au-delà du test, c'est que c'est trop long. Ok, d'accord. Quoi d'autre? Facture. Ok. Quoi d'autre? Temps d'attente. Merci beaucoup, on peut arrêter là. Une expérience, donc parfois ça se passe bien, parfois ça se passe un peu moins bien, etc. Puis tout d'un coup, il y a un joli pic négatif et puis ça continue. Et elle se souvient de ça. Mais il vous envoie des billets pour des concerts. De temps en temps, il vous offre un petit chargeur pour le machin. Mais on s'en fout, on s'en rappelle pas. C'est pas important. C'est pas intense. Donc, un des premiers éléments, c'est d'éliminer les puits dans le service pour faire en sorte que l'expérience soit oubliable. Ça, c'est la première étape. C'est mieux une expérience oubliable qu'une expérience négativement mémorable. D'accord. Une fois qu'on a éliminé ces puits, alors à ce moment-là, on va essayer de créer des pics positifs pour que l'expérience devienne positivement mémorable. C'est assez sensé, hein? Maintenant, de nouveau, je refais le lien avec Anthropomédia parce que vraiment, je me suis dit, waouh, là, on tient quelque chose. Les réseaux sociaux sont des machines à fabriquer du statut social. On cherche des likes, hein? Quand on publie des trucs, on cherche que les gens nous disent « Oh, t'as fait ça, c'est génial !» Les moments qu'on publie sont souvent liés à 4 éléments clés. C'est des moments d'élévation, hors de l'ordinaire, extraordinaire. C'est des moments de révélation. J'ai enfin compris un truc qui va changer mes 10 prochaines années, là. Des moments de fierté. J'ai dépassé ce que je pensais être capable de faire. Ou des moments de connexion avec les autres. Et ces grands moments, quand on prend les études d'anthropologie digitale, ils nous sont livrés sur un plateau. Parce qu'on a les tribus et on a qu'est-ce que les gens publient, qu'est-ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Donc, on peut créer ces grands moments. Puis là, je vais vous faire faire un petit exercice. Vous pouvez prendre votre téléphone. Vous êtes dans le marketing et la communication, donc je me suis dit, avec vous, ça va aller, ça ne marche pas toujours, hein, mais avec vous, ça devrait aller. Vous devez être assez à l'aise avec la technologie. Donc, prenez votre téléphone et puis scannez ce QR code. Une fois que vous avez scanné, vous pouvez simplement mettre votre nom, prénom ou un pseudo, peu importe, si vous voulez rester discret. Vous acceptez les conditions et puis vous cliquez sur le bouton vert « Rejoindre » et vous allez arriver sur un tableau où vous allez pouvoir publier quelque chose. Avant de publier quoi que ce soit, donc pour publier, vous pressez sur le plus qui est en bas de votre écran. Vous allez pouvoir écrire un post-it et vous allez pouvoir l'envoyer en cliquant sur le petit avion vert en haut à droite. Ça fonctionne pour tout le monde? Ok, donc j'en viens à ma question.
Vous l'avez vu avant, Julien nous a montré un hôtel 5 étoiles en Suisse qui essaye d'acquérir et de fidéliser des nouveaux clients. Alors j'ai pris une tribu, ce n'était pas la Gen Z, mais c'est les High Life Stars. Quand on lit les résultats de l'étude d'Anthropomédia, on voit que ce qui est important pour eux, c'est la gastronomie, les boissons raffinées, ils aiment bien les marques, Yacht, Bentley, ils jouent au golf en Prada, ils partent un week-end à Dubaï, ils aiment les contextes luxueux, etc., etc. Donc, j'aimerais que vous me proposiez des grands moments pour ces gens-là. Donc, vous pouvez placer un post-it sur une idée que vous avez pour créer un grand moment intense, positivement mémorable pour ces gens-là. Pour faire un petit moment d'élévation, il y a un challenge, les meilleures idées recevront un petit prix. Le mandat est terminé, hein, je ne suis pas en train de pomper vos idées. Est-ce que vous avez encore besoin de vous inspirer que ça ou est-ce que je peux changer d'écran? Ça joue? Ah, ça rentre. Il y a déjà 23 idées, bravo. Alors, je vais prendre quelques idées, je vais essayer de les prendre toutes, mais il y en a beaucoup qui viennent. Bon, je ne suis pas attiré par les lives, malheureusement, ce n'est pas une idée. Achat d'un yacht. Donc, l'hôtel achète un yacht et propose, j'imagine, des balades en yacht. Est-ce que vous pensez que pour ce public-là, c'est quelque chose qui est requis, attendu, désiré ou inattendu? Attendu. On le place là. Ok. Une raclette avec Messi. Ça, c'est pas mal inattendu quand même. Hein. Faut réussir à le faire. Ce qui va être difficile là, c'est de reproduire ça avec plusieurs individus. Mais ok, on est dans quelque chose d'inattendu. Dormir dans une tente au sommet d'une montagne. Ça pourrait, mais pas pour ce public-là. Donc je pense qu'on serait presque sur quelque chose de négatif sur ce public-là. Fondu dans un igloo. On est dans l'attendu. Hein. Alors quelqu'un qui aime beaucoup Messi. Hein. Rencontre avec Messi à Crans-Montana, on est aussi dans l'inattendu, difficilement reproductible à grande échelle. Un tour en hélico. Mais dans l'attendu sur ce public, hein. C'est une bonne idée. Ou désiré, allez, on pourrait aller désirer. On pourrait aller dans le désiré. Un vol en hélico sur la ville, départ du toit de l'hôtel, ok, on est sur le même concept. Le vol en montgolfière au départ de Zermatt. C'est moins risqué qu'à Châteaudet, d'accord. On pourrait être dans le désiré un peu plus parce que c'est plus spécifique à la région, etc. Je passe assez vite. Hein. Saut à l'élastique en duo. Brunch avec... Si vous voyez un truc où vous dites ça c'est vraiment génial, vous me le dites. Hein. Brunch avec vue servie dans la chambre. Ça c'est attendu, ouais. Saut au parachute de l'hôtel. Le résultat va être inattendu, je pense. Repas en cuisine avec le chef étoilé du restaurant. Ça pourrait même être perçu peut-être négativement, parce que je pense qu'il préfère manger dans une belle salle, mais peut-être je me trompe. Hein. Arriver sur un yacht,
en hélicoptère, c'est un gros yacht. Privatisation de lieux insolites, camping en tente quechua. Arrivée en hélicoptère, ok, l'hélicoptère ça vous plaît beaucoup. Déconnectez-vous des écrans. Ça, c'est pas, malheureusement, c'est cool, hein, mais c'est pas quelque chose qui va leur parler. C'est là où on voit l'importance de bien penser au totem et à ce qui leur parle. Hein. C'est toi qui choisis le programme. Ça, c'est, alors pour eux, c'est du requis, ça. Hein. S'ils ne peuvent pas choisir le programme, ça ne va pas aller. Bref, et vous avez tellement d'idées que je suis embêté. Parce que si je veux faire un concours, je suis obligé de les faire toutes, mais je n'ai pas le temps. Bon, on va faire autrement le concours après. Mais vous voyez, ce que j'aimerais vous montrer par là, c'est que créer des grands moments, c'est aller dans l'inattendu. Pour aller dans l'inattendu, on doit connaître les gens parce que eux, j'ai fait exprès de prendre ceux-là, hein, ils sont durs. Parce qu'ils ont tout. C'est dur d'aller dans l'inattendu avec ces gens-là. C'est pas impossible, mais ça demande en fait de vraiment faire une réflexion. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre public, aller dans l'inattendu demande de l'effort. La plupart du temps où on se dit « ouais, on a une super idée », on est dans de l'attendu, voire du désiré, mais on va rarement dans l'inattendu. L'inattendu, c'est l'Everest. Pour gravir l'Everest, c'est pas vite fait de gravir l'Everest. Hein. Et souvent, en fait, on dit « ouais, mais ton idée, elle est cool, mais c'est un peu compliqué, ça va demander beaucoup d'efforts et machin ». Puis on reste dans le désiré, on reste dans une expérience qui, au mieux, va être oubliable, mais au pire, va continuer à être négativement mémorable. C'est le cas de beaucoup de fournisseurs de téléphonie mobile, voire tous, parce qu'ils nous proposent des concerts, des billets, des machins, etc. Mais on garde en mémoire ce qui ne va pas. Donc, il faut créer des pics positifs, il faut aller vers l'Everest, il faut être déraisonnable. Déraisonnable. Alors, je vous montre quelques exemples. C'est des exemples qui ont été faits assez rapidement, donc je ne dis pas qu'ils sont incroyables, mais quelques exemples. On avait pensé, parce qu'il y avait aussi cette notion de reproductibilité, hein, on avait pensé notamment à des ateliers de création de sa propre montre suisse, parce que ça génère la fierté d'avoir fait soi-même sa montre suisse. Avec évidemment un petit statut, enfin un statut social, etc. On a pensé, il y a des sacs Hermès, Birkin, qui sont très compliqués à obtenir. Visiblement, il y a des mois et des mois d'attente et ils sont très compliqués à personnaliser. Puis les stars, ils aiment bien personnaliser leur Hermès, machin truc. Des sacs à 60 000 balles. Hein. Donc, si l'hôtel peut proposer des sacs et des ateliers de personnalisation et des photos faites par un pro, on atteint le niveau de star, quoi. Donc là, on est aussi dans l'élévation et la fierté. Dans l'élévation et la connexion, vous avez raison avec Messi, rencontrer quelqu'un de très connu, c'est pas toujours facile à reproduire, mais effectivement, il peut y avoir quelque chose d'assez fort pour les high life stars. On pourrait imaginer de quelque chose d'un petit peu plus simple, mais qui pourrait être assez fort en termes d'élévation et de révélation, c'est d'avoir un bartender privé à une soirée, machin, qui fait le cocktail de Stéphane Pellet, c'est la classe quand même, avec ma recette, on me fournit un petit truc à la fin avec mon shaker, ma recette, etc. Et c'est mon cocktail qui a été fait par ce bartender qui est connu. Je vous montre d'autres exemples très rapidement pour vous montrer que ce n'est pas pour tous la même chose. Les wellness hédonistes, on est plutôt sur des femmes qui sont des voyageuses pour leur travail, etc. Ça serait vraiment cool de rentrer à la maison puis de ne pas avoir de lessive, quoi. Donc l'hôtel qui fait la lessive puis qui le livre dans un papier de soie, etc. Le truc génial, tout beau, tout propre, j'ai plus qu'à le mettre dans ma valise et je repars avec. Ça peut créer un grand moment. Pour les Floral Sailor, alors je ne sais pas si vous allez entendre, je n'ai pas branché le son, mais il y a un petit bruit de lac.
On pourrait imaginer une pièce qui est très agréable avec des fleurs, etc., bruit du lac, etc. Puis là, on peut jouer sur le moment d'élévation. Je suis dans un endroit qui est fait pour moi, mais aussi des moments de connexion parce qu'elles vont rencontrer d'autres personnes qui partagent leur intérêt pour ça. Bref, quelques idées très rapides. J'en arrive à la conclusion. Première chose, recherchez les totems. C'est vraiment important. Donc demain, quand vous allez travailler sur votre plan de communication, vous allez réfléchir à ça puis vous dire c'est quoi les totems de mes publics cibles. Ensuite, vous faites de la promotion qui est liée au totem. Quand je parle de promotion, c'est bien de la promotion produit. Donc, ok, on fait de la com produit, mais en lien avec les totems. Quand vous faites des posts, pensez à des choses qui engagent. Quelles sont les opportunités pour ces publics? Quelles sont les choses ou les risques peut-être pour ces publics? Et puis, diminuer l'infobésité. Moins ça marche, plus on en fait. Ouais, ma campagne, elle ne marche pas bien. Oh, ok, rajoute 200 000. Hop, go. Puis on en rajoute, et puis on en rajoute, puis on augmente ce fameux bruit, et tout le monde en a marre. On voit des pubs de merde avec un plein, blam, blam, blam. Si on communique de façon plus pertinente, on a besoin de moins communiquer. C'est des économies d'argent, c'est des économies de papier, de temps, c'est waouh! Donc, si ça ne marche pas bien, changez la façon de faire au lieu d'augmenter la quantité de com. Supprimez les puits, mais ne vous attardez pas sur les nids de poules. En Suisse, on creuse les nids de poules, on les rebouche, on les machin, des processus de qualité super, et on oublie de créer des pics. On passe notre temps à combler des nids de poules. Créer des pics, vous l'avez vu vous-même par rapport à votre expérience avec votre fournisseur de téléphonie mobile. Si on passe notre temps à essayer de résoudre les moindres petits problèmes, machin, mais qu'on ne crée pas de pics émotionnels, les gens ne retiennent que les problèmes. Quand on crée ces pics émotionnels, ça peut remplacer, on peut faire d'un puits un pic. Voilà, j'en ai terminé avec ma conclusion. C'est ce qu'on fait. C'est mon petit moment de pub maintenant. C'est ce qu'on fait. Nous, on travaille vraiment sur cette notion d'expérience client. Et ce qu'on a réalisé, c'est que sans vraiment connaître les tribus, vous avez fait des personas? Ouais. Combien il y a d'hypothèses dans vos personas? 80%? 90%? On a des données, on fait des trucs avec des données, puis tout ce qu'on ne sait pas, on fait un peu des hypothèses. Ouais, ils sont un peu comme ça, puis un peu comme ça, puis on se base là-dessus. Là, on a, avec des études d'anthropologie digitale, on a les vraies informations, on peut travailler là-dessus. Donc voilà, on fait, nous, des audits, des ateliers, mais on fait aussi la conception, réalisation d'expériences, et puis des conférences et formations. Bravo,